Bienvenue à tous, c'est InfoSoir. Voici les titres de ce mardi. Le monde célèbre ce 1er décembre dans un contexte sanitaire particulier. La journée mondiale de lutte contre le sida. Malgré une année 2020 secouée par la pandémie de Covid-19, la lutte contre le sida ne s'est pas arrêtée. Solidarité et responsabilité partagée, c'est le thème retenu cette année. Un hôpital de campagne destiné à la prise en charge des cas de Covid-19 pour renforcer l'offre de santé dans la région Souss-Massa. Cette structure médicale moderne mise en place à Agadir par le ministère de la Santé dispose de tous les équipements nécessaires. La politique européenne de voisinage doit évoluer pour transcender la logique financière pure. Une position exprimée par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui a rencontré le commissaire à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage. Le Fez Art Lab présente une exposition collective de photographies mobiles en plein air dans divers monuments de la capitale spirituelle. Mobile Open Air réunit 13 photographes marocains et étrangers. Si les thèmes sont divers, ils ont un point commun, la résilience de l'art. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme chaque année depuis plus de 3 décennies, le monde célèbre ce 1er décembre dans un contexte sanitaire particulier, la journée mondiale de lutte contre le sida. Il est vrai qu'un long chemin a été parcouru depuis 1988. L'enjeu aujourd'hui, c'est la prévention et l'accès au traitement pour les malades. Solidarité et responsabilité partagée, c'est le thème retenu cette année. Reportage Maryam Amellal et Nadia Ouhta, le RSI et de Oussama Al-Baqali. Alors que le coronavirus semble avoir envahi le quotidien et les pensées de quasiment tout le monde, un autre virus continue à courir les rues, celui du syndrome de l'immunodéficience acquise, ou plus communément SIDA. À l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida à Rabat, cette lutte ne saurait s'arrêter. Aujourd'hui, 1er décembre, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre ce virus, le PALS rappelle sa détermination de longue date à poursuivre sa mission. Notre porte est restée ouverte. Nous avons continué à prodiguer nos services de prévention, de dépistage ainsi que de traitement qui ont été étendus à 3 mois. À cause du confinement, nous n'avons pas pu réaliser de déplacement et donc malgré notre travail, le taux de dépistage a baissé. À fin 2019, les chiffres du virus du sida restent inquiétants. 21 500 personnes étaient porteuses du VIH. Seuls 73% des cas seraient au courant de leur séropositivité. Au ministère de la Santé, l'heure était à la discussion de la stratégie nationale de lutte contre le sida. C'est une occasion pour prévenir et sensibiliser les citoyens sur le dépistage, l'accès au traitement qui est disponible gratuitement. L'heure est également au bilan de cette lutte continue qui a duré même pendant la pandémie de coronavirus pour qu'il y ait une continuité dans notre travail. Grâce aux importants efforts déployés par le Maroc dans le cadre du plan stratégique national 2023 de riposte contre le sida, 90% de personnes vivant avec le virus au royaume sont sous traitement antirétroviral, dont 92% ont désormais une charge virale négative. Santé toujours avec cette fois-ci les derniers chiffres du ministère de la Santé concernant le Covid-19. 69 nouveaux décès et 3508 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc durant les dernières 24 heures. Plus de détails concernant la répartition des cas avec Salima Benabou. 3508 nouvelles contaminations en 24 heures, c'est ce qu'annonce le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien. Des cas recensés en grande majorité à Casablanca-Stade, où 1287 personnes ont été testées positives au Covid-19. À Rabat Salé Kenitra, les chiffres sont toujours aussi élevés. La région fait état de 606 contaminations supplémentaires. Depuis le 2 mars dernier, près de 360 000 personnes ont contracté le virus SARS-CoV-2 dans le royaume. 310 193 d'entre elles ont réussi à combattre la maladie. Ces dernières 24 heures, le nombre de rémissions dépasse d'ailleurs les 4 900. Des données encourageantes qui ne doivent cependant pas pousser au relâchement, car aujourd'hui le Covid-19 a causé la mort de 69 personnes, soit un total de 5 915 décès liés au virus depuis le début de la pandémie au Maroc. La prudence est donc de mise. Les porteurs du virus sont nombreux dans le pays. Le Royaume compte en effet au moins 43 736 cas actifs, dont 1036 patients dans un état grave ou critique.
Et le récit était signé Rita Saha. Un hôpital de campagne destiné à la prise en charge des cas de Covid-19 pour renforcer l'offre de santé dans la région Souss-Massa. Cette structure médicale moderne mise en place à Agadir par le ministère de la Santé dispose de tous les équipements nécessaires. Elle tend à appuyer les efforts des différents intervenants pour améliorer la qualité des soins prodigués. Reportage Rafik Agomad, le récit et de Salim Ablabou. C'est en raison de l'afflux de patients à l'hôpital Hassan II qu'a été installé à quelques mètres pour faciliter la prise en charge cet hôpital de campagne éphémère. Exactement 100 lits et un objectif, désengorger l'établissement en cas d'éventuelle saturation. C'est dans le cadre des nouvelles mesures pour renforcer la prévention contre la propagation du Covid, du surcroît dans la région du Souss-Massa, que le ministère de la Santé a mis en place cet hôpital d'une capacité de 101 lits. Cette structure médicale est équipée d'oxygène. Pour l'instant, la capacité totale d'accueil de l'hôpital Hassan II, qui est de 400 lits, n'a pas encore été atteinte. Si c'est le cas, du personnel de l'hôpital et du personnel militaire seront transférés ici, au chevet des malades accueillis en pré-réanimation. Pour l'instant, cet hôpital de campagne n'est pas exploité car nous n'en avons tout simplement pas besoin. L'hôpital arrive à absorber pour le moment la prise en charge des patients et pas seulement des patients Covid. Des préparatifs pour répondre à une éventuelle vague de la pandémie dans la région. Elle est depuis plusieurs jours la troisième la plus touchée en nombre de cas dépistés quotidiennement. Près d'1 millier y ont été enregistrés au cours de ces 3 derniers jours. Un mois présent sur ces réactions de soutien au Maroc qui se poursuivent. Le Japon a souligné l'importance de garantir la libre circulation des personnes et des biens dans la zone de l'Guerguerat et de voir les parties concernées faire preuve de retenue et de continuer leurs efforts en vue d'apaiser les tensions. Le Japon a également réitéré le souhait de voir ce différend aboutir rapidement à une solution pacifique sur la base du dialogue entre les parties concernées. Autre réaction, celle de la Belgique qui estime qu'il est primordial de veiller à la liberté de circulation et des échanges transfrontaliers au niveau de l'Guerguerat. Bruxelles qui exprime le souhait dans ce contexte d'une reprise rapide des discussions sous la conduite des Nations Unies et d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Et je vous le disais en titre, la politique européenne de voisinage doit évoluer pour transcender la logique financière pure. Une position exprimée par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui a rencontré à Rabat le commissaire à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, qui a qualifié le Maroc de partenaire crédible. Nous reviendrons sur cette rencontre dans un instant. Et le commissaire à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, qui effectue une visite au Maroc avec son homologue aux Affaires intérieures, la commissaire européenne Ylva Johansson, qui s'est entretenue, comme on le voit sur ces images, avec le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Leftit, a souligné que le Maroc est un partenaire très fiable avec lequel l'Union européenne souhaite poursuivre le partenariat privilégié qui les lie. Elle a également exprimé à cette occasion la volonté de l'Union européenne de voir ce bon partenariat se poursuivre et se renforcer au-delà des questions sécuritaires et de migration. Et je vous propose d'écouter à ce propos Ylva Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures. Nous avons une très bonne coopération et un partenariat très privilégié avec le Royaume du Maroc. Les relations qui lient l'Union européenne au Maroc sont particulières. Le Maroc est avant tout un partenaire de confiance. C'est la raison pour laquelle nous voudrions approfondir notre partenariat et notre collaboration. Il ne s'agit pas uniquement de migration et de sécurité, domaine qui concerne mon portefeuille. La discussion a été élargie au-delà. Notre partenariat se fonde sur une approche globale. Revenons à présent sur cette position exprimée par le ministre des Affaires étrangères. La politique européenne de voisinage doit évoluer pour transcender la logique financière pure. Une position exprimée donc par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui a rencontré à Rabat le commissaire à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, qui a qualifié le Maroc de partenaire crédible. Reportage Abdelhamid Morabit, le récit et de Rita Saha. Pas de poignée de main, Covid oblige, mais c'est un coude à coude chaleureux qui a été échangé entre Nasser Bourita et Oliver Varhelyi. Face au commissaire à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a réitéré l'appui du Royaume quant à la nouvelle politique de voisinage. Une nouvelle ossature qui permettra de consolider le partenariat bilatéral entre le Maroc et l'Union européenne à travers différents projets.
Sur le plan bilatéral, bien entendu, le Maroc entend toujours préserver les 4 espaces de sa relation avec l'Union européenne. L'espace valeur qui est fondamental, l'espace dialogue politique et de sécurité, l'espace économique et l'espace connaissance et éducation, avec quelques axes horizontaux comme le digital, comme l'économie verte ou comme la migration. Oliver Varelli a de son côté salué les efforts réalisés par le Royaume dans de nombreux domaines, notamment la stratégie lancée par Sa Majesté Mohamed VI pour lutter contre le Covid-19 ou encore la politique migratoire du pays. L'occasion également pour le commissaire à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage de noter les bons chiffres prometteurs réalisés par le Maroc malgré la conjoncture, des données qui permettront de mieux appréhender l'après-Covid. Les idées, les chemins, les pistes, les grandes pistes qu'on va travailler ensemble pour attirer l'investissement dans la région, pour consolider l'économie après, mais aussi pour un partenariat plus profond quand nous parlons Green Deal, quand nous parlons digitalisation, quand nous parlons éducation, quand nous parlons renforcement de l'industrie. Vraiment, on a des idées très claires maintenant. Plusieurs projets ont d'ores et déjà été discutés par la délégation européenne avec les membres du gouvernement marocain. Un partenariat bilatéral qui a déjà porté ses fruits. Pour faire face à la crise sanitaire et accompagner l'action de Sa Majesté Mohamed VI, l'Union européenne s'était en effet engagée à verser 450 millions d'euros en faveur du fonds Covid. À signaler également dans l'actualité cette mise en échec d'une tentative de trafic de cocaïne brute. Les services de la Direction générale de la Sûreté nationale sont parvenus cet après-midi, en collaboration étroite avec le Bureau américain de lutte antidrogue, à mettre en échec une tentative de trafic de 35 kilos de cocaïne brute en provenance d'un pays d'Amérique latine et à destination de pays asiatiques. C'est la première femme marocaine qui occupe un poste au sein du comité chargé des droits des personnes handicapées au sein de l'ONU. Le Maroc a été élu hier en la personne de Soumia Amrani, membre du comité des droits des personnes handicapées. Soumia Amrani, au long parcours et à l'engagement reconnu dans le domaine de la défense des droits des personnes en situation de handicap, a été élue à New York à l'occasion de la 13e réunion des États parties à la Convention sur les droits des personnes en situation de handicap. Elle a recueilli le soutien de 103 pays. Elles ont été mises en place il y a exactement une année et elles ont offert à des centaines de femmes marocaines un véritable soutien. Les cellules de prise en charge des femmes et des filles victimes de violences, des cellules mises en place par la Direction générale de la Sûreté nationale qui garantissent notamment un soutien psychologique, des conseils, l'encadrement et le traitement des doléances et des plaintes. Reportage Mohamed Magri, le récit est de Amina Mkhalq. Cette femme porte encore les séquelles d'une violente agression sur son lieu de travail. Elle a pu trouver une oreille attentive auprès de cette cellule de la Direction générale de la Sûreté nationale, une cellule de prise en charge des femmes et des filles victimes de violences. Cette structure apporte le soutien psychologique nécessaire aux plaignantes. Au début, j'avais peur de parler de mon agression, mais j'ai immédiatement été rassurée par les membres de cette cellule qui sont réellement à l'écoute. Nous accueillons les victimes dans les meilleures conditions possibles et nous prenons très au sérieux tous les éléments de leur plainte pour qu'elles sachent que nous les soutiendrons à toutes les étapes du dossier. Après avoir enregistré toutes les plaintes et encadré les victimes, les membres de la cellule se réunissent pour analyser les données recueillies ou encore programmer des sessions de formation. Des formations sont organisées régulièrement pour sensibiliser les membres de ces cellules à l'importance de l'accueil et de l'écoute active. Nous insistons également sur l'aspect juridique. Cette cellule accueille toutes les femmes, quelle que soit la nature des violences subies, physiques, sexuelles, économiques ou sociales.
Ce mécanisme d'accompagnement des femmes victimes de violences a changé la donne pour les plaignantes. Grâce aux 132 cellules à travers le royaume, les victimes sont soutenues dans les différentes démarches qu'elles souhaitent entreprendre. Et vous le savez probablement, pendant 16 jours, du 25 novembre jusqu'au 10 décembre, journée des droits de l'homme, des actions seront menées au Maroc pour sensibiliser toutes les composantes de la société à la lutte pour mettre fin à une violence qui touche une femme sur 3 dans le monde et plus de 6 millions de femmes marocaines. Comme on le voit sur ces images, plusieurs bâtiments emblématiques de la capitale ont été illuminés en orange. Alors pourquoi la couleur orange? C'est la couleur qui symbolise un avenir prometteur, optimiste et sans violence, selon ONU Femmes à l'origine de cette initiative. Direction à présent la région de Chichaoua où les températures sont en baisse et laissent augurer un hiver glacial. Le comité provincial de veille et de suivi de la région a tenu une réunion consacrée à la présentation des mesures proactives qui ont été prises pour faire face à la vague de froid et à ses effets sur la population locale. Reportage Lahsen Houben, le récit est de Sami Halis. Dans cette bourgade, perchée dans les montagnes de l'Atlas, dans la région de Chichaoua, on s'attend à un hiver très rude. Le mercure a déjà chuté et la neige a déjà recouvert les sommets. Jusqu'à présent, tout est normal pour ce qui est de l'enseignement, du secteur sanitaire et des infrastructures routières. Il a beaucoup plu dernièrement, il a neigé hier du crépuscule à 9 h du matin. La route a été endommagée, mais les autorités locales sont venues et ils l'ont dégagée. Elle est praticable. Il neige, il a plu, fort heureusement. Et pour que la vague de froid n'entrave pas la vie quotidienne et l'accès des populations à l'hôpital, le comité de veille de la province de Chichaoua est actif pour assurer la coordination entre les différents intervenants. Cette vague de froid concerne 11 arrondissements, ce qui correspond à 73 douars, dont la population dépasse les 30 000. Le pôle technique se charge de la gestion des outils assurés par la direction d'équipement et des transports et par l'administration territoriale de manière fluide et technique pour dégager la neige de toutes les routes qui relient ces douars. Un hiver qui s'annonce rude, mais dont les conséquences semblent bien maîtrisées. Les tractopelles et les niveleuses sont donc prêtes à l'emploi pour éviter que les conditions climatiques n'enclavent les populations de la région et ne les empêchent de recourir aux infrastructures de base. Le Fes Art Lab présente une exposition collective de photographie mobile en plein air dans divers monuments de la capitale spirituelle mobile Open Air. Réunit 13 photographes marocains et étrangers. Si les thèmes sont divers, ils ont un point commun, la résilience de l'art. Reportage Sarah Jabri à Al-Adjelhamine. Artiste autodidacte, Kamal Zrari se passionne pour la photographie de rue. Du haut de ses 28 ans, il a à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives. Mais celle-ci revêt une importance particulière car c'est la première exposition post-confinement à laquelle il participe. Je remercie les organisateurs pour cet événement qui intervient à une période où tous les artistes ont besoin de s'exprimer et d'aller à la rencontre du public après plusieurs mois de confinement. De l'art à l'air libre, dans le respect des mesures sanitaires, un art qui, malgré la crise, démontre sa résilience. C'est l'essence même de l'exposition collective mobile Open Air. 13 artistes marocains et étrangers y participent avec des photographies qui respirent la liberté. Cet après-midi, c'était au tour des membres d'une jeune association locale de les apprécier. C'est une exposition qui met en valeur le patrimoine culturel de ma ville. Pour ma part, c'était une belle découverte. Nous souhaitons que les jeunes que nous encadrons s'intéressent également à la culture et à l'art, qui sont des vecteurs du développement social. L'art est également un vecteur de changement et nous voulons rappeler que ces temps difficiles nous offrent des opportunités d'avancer, d'apprendre et de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes.
Pour les organisateurs, le Mobile Open Air est bien plus qu'une simple exposition. C'est aussi une rencontre d'échanges et de débats pour permettre à la communauté de se réapproprier l'espace public. C'est le plus prestigieux prix en langue française et il a été décerné au romancier français Hervé Letellier, 63 ans. C'est par visioconférence que le nouveau lauréat du prix Goncourt a été couronné pour L'Anomalie, un roman sur les mondes virtuels et les doubles vies. Dans L'Anomalie, Hervé Letellier met en scène ses personnages dans une 4e dimension. En 2021, à bord d'un avion secoué par des turbulences consécutives à un violent orage. 3 mois après cet incident, les passagers découvrent que durant l'orage, le temps, celui qui passe, a été saisi d'un léger hoquet. L'Anomalie est un roman d'anticipation aux 1000 facettes et qui donne à réfléchir sur le monde. Un succès et ça va sans doute... Avant de nous quitter, ce rendez-vous à ne pas manquer ce soir sur 2M. Comme chaque mardi, vous retrouverez votre nouvelle émission Qui veut investir dans mon projet Oushkoun, Radist Tmurf Mshroui, présentée par Mehdi Boukhari. Pour ce 2e Prime, 4 nouveaux entrepreneurs devront convaincre 5 business angels avec leurs idées entrepreneuriales pour les inciter à investir dans leurs projets et accélérer leur développement. C'est à suivre ce soir sur 2M à partir de 21h40. مغامرتنا يلاه بدات ومازال غادي نعيشوا اوقات ممتعه. Il me reste à vous rappeler l'une des principales informations de ce journal. Comme chaque année depuis plus de 3 décennies, le monde célèbre ce 1er décembre dans un contexte sanitaire particulier, la journée mondiale de lutte contre le sida. Il est vrai qu'un long chemin a été parcouru depuis 1988. L'enjeu aujourd'hui, c'est la prévention et l'accès au traitement pour les malades. Solidarité et responsabilité partagée, c'est le thème retenu cette année. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par le Hussinouzi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.